20h sur DTV, l'heure du journal et ses titres. Ils assurent la médiation entre les services hospitaliers, les patients et les intervenants extérieurs. Les assistants sociaux exigent plus de considération pour jouer pleinement leur rôle dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. La commune des HLM songe à sa modernisation. Elle veut pleinement profiter de l'acte 3 de la décentralisation. Des stratégies sont en train d'être peaufinées pour booster le développement socio-économique de la commune. En déphasage avec l'ordre humain qui cautionne le dialogue, la violence est un bon moyen pour les étudiants de se faire entendre. À l'UQAD, l'on impute la responsabilité au gouvernement du Sénégal. La décision du tribunal arbitral du sport suscite la colère du côté de la Petite Côte. Le Stade de Mbour porte plainte contre la Ligue professionnelle pendant que le président du comité des supporters présente publiquement sa démission à voir dans cette édition. Bonsoir. 2018, une année sociale, un objectif à atteindre à travers plusieurs programmes. Les assistants sociaux veulent jouer pleinement leur partition. Ils veulent montrer par la même occasion le rôle important qu'ils jouent dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Le rassemblement demande un recrutement effectif des assistants sociaux dans la fonction publique. C'est un compte-rendu de Ndaï Fatim Lo. À travers le réseau national des assistants sociaux du Sénégal, ces étudiants et anciens étudiants de l'ENTSS veulent mettre en place une structure qui compte être un cadre d'échange et de valorisation de leur corps professoral pour ainsi montrer la place importante qu'occupent les assistants sociaux dans le PSE. Pour regrouper dans un seul réseau l'ensemble des professionnels du service social, notamment les assistants sociaux, pour vraiment dégager des zones de réflexion pour savoir comment vulgariser la profession des travailleurs sociaux en général et des assistants sociaux en particulier. Mais aussi de participer et d'accompagner le président de la République à réussir à faire de l'année 2018 une année sociale. Leur recrutement fait défaut. Depuis 2008, les assistants sociaux sont laissés en rade par la fonction publique, ce que le RNES déplore. Le recrutement se fait à compte-gouttes. Alors, on avait constaté que donc, les assistants sociaux font partie du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Mais à chaque fois qu'il y a recrutement, on constate que donc, seuls les agents sanitaires sont pris en charge. Donc ce sont eux qu'on recrute parfois. On a fait des démarches, on a eu à rencontrer beaucoup d'autorités, notamment les directions rattachées au ministère de la Santé et de l'Action sociale, pour vraiment leur expliquer notre importance, notre apport, pour que ces dernières puissent vraiment prendre en charge le recrutement des assistants sociaux. Un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le ministre de la Santé assure que les mesures nécessaires seront prises pour intégrer ces assistants sociaux dans les politiques publiques du gouvernement. Il faut, à ce niveau-là, essayer d'intégrer les assistants sociaux dans la politique globale du gouvernement, aussi bien dans les fonctions publiques. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que toutes les entreprises sénégalaises aient cette conscience extrêmement importante d'intégrer dans leur politique et dans la gestion l'action sociale. Le RNES vient à son heure, soutient le ministre de la Santé, car le président Macky Sall a décrété 2018 comme étant une année sociale. Privés et publics doivent œuvrer dans la solidarité, chose que le réseau a compris. Il veut participer au développement d'une société inclusive et juste. Encore plus de 1000 cartes d'égalité des chances pour soulager des personnes vivant avec un handicap. Cette carte va permettre aux titulaires de bénéficier d'une gratuité totale ou partielle de soins dans les structures sanitaires. Une politique saluée par la Fédération départementale des personnes vivant avec un handicap de Dakar. La direction de l'action sociale promeut une sensibilisation plus large des personnes concernées pour une adhésion massive des handicapés, nous dit Abigail. Au total, 1010 cartes d'égalité des chances ont été remises aux handicapés par la direction de l'action sociale. La répartition se présente comme suit. Au niveau du département de Dakar, nous avons 584 cartes. Au niveau du département de Guédiawaye, 106 cartes. Au niveau du département de Pékin, 320 cartes. Cette carte déjà offre à certaines personnes l'accès aux bourses de sécurité familiale. Donc c'est un filet social. C'est vrai que l'action sociale ne gère pas ce secteur, mais c'est la même chose, c'est l'État. Donc certaines personnes bénéficiaires vont également bénéficier de ces bourses-là.
En plus, aujourd'hui, les bénéficiaires de la carte sont enrôlés dans les mutuelles de santé. Après 4 ans d'attente, ces handicapés saluent l'arrivée des cartes. Selon eux, cette politique constitue un acte très fort. C'est un acte très fort. Depuis 2014, on a déposé les cartes et c'est en janvier qu'on a eu à recevoir les cartes. La direction de l'action sociale invite par ailleurs les présidents de fédérations à accélérer la sensibilisation pour inciter les handicapés à s'inscrire pour obtenir la carte. C'est vrai que les cartes sont sorties, mais peut-être il y a d'autres personnes qui sont dans les quartiers, qui sont dans les maisons, qui n'ont pas encore déposé. Pour moi, c'est ça d'abord notre travail. Encore 10 010 cartes d'égalité des chances pour soulager des personnes vivant avec un handicap. Cette carte va permettre aux titulaires de bénéficier selon l'importance de son handicap d'une gratuité totale ou partielle de soins dans les structures sanitaires. La direction de l'action sociale appelle à une sensibilisation des personnes concernées pour une inscription massive des handicapés. Et cette question, comment mettre à profit les potentialités des HLM? Cette question est au cœur des assises citoyennes de la commune. L'autorité municipale veut asseoir un développement socio-économique qui passe par la modernisation de la localité. Nous sommes à l'ère de l'acte 3 de la décentralisation. Le porte-parole du gouvernement estime que ce genre d'initiative sera très utile au gouvernement. En place, sur place, nous retrouvons notre reporter Adjaran Ndiaye. Initié par l'ONG Dynamique Convergence, un lien pour l'implication citoyenne de la commune des HLM et l'autorité municipale, les assises citoyennes valorisent, selon le président de Déclic, les potentialités humaines pour asseoir un développement socio-économique dans la commune. Aujourd'hui, le paradigme sur lequel doit reposer tout développement, c'est le partage d'idées. C'est le partage d'ambition et ça doit être le fait des populations elles-mêmes. C'est aux populations de définir leur projet de cité sur la base d'un diagnostic socio-économique et de se projeter pour la mise en perspective d'un projet social qui puisse leur permettre d'envisager des lendemains meilleurs pour la commune. Pour Ousmane Touré, cela doit être un exemple pour les autres communes du pays. Il s'agit aussi de faire de cette initiative un exemple pour les autres communes qui vivent certes des problèmes différents, mais qui ont certainement des préoccupations liées à leurs aspirations à mieux-être, au même titre que celles des populations des communes des HLM. Le cadre actuel de la décentralisation progressive offre aux collectivités territoriales l'opportunité de créer un pôle de développement, confie le porte-parole du gouvernement. Ce dispositif, les ateliers vont produire les pistes et les éléments d'orientation qui permettront à la commune de renforcer son argumentation dans son dialogue avec l'État. Mais ce qui est essentiel pour moi, c'est de féliciter le président Ousmane Touré et le président de Déclic qui a eu l'intelligence de créer les conditions de la mobilisation collective et sociale autour de ce qui fait sens quand des citoyens partagent le même espace qui est la commune des HLM. La tenue des assises citoyennes des HLM est motivée par la volonté commune. L'objectif majeur est de créer un cadre d'échange, un espace ouvert de réflexion et de partage d'une vision par une démarche citoyenne inclusive. La politique, la Cogère Médina se sent lésée par les autorités locales. Ces jeunes exigent beaucoup plus de considération pour mieux préparer les prochaines échéances électorales. Déçus et remontés, ces jeunes demandent au président de la paire de les recevoir pour trouver solution à leurs problèmes. Djibissar Dioni pour plus de précision. La Cogère de la Médina déverse sa bile. Ces militants de la mouvance présidentielle sont très en verve contre leurs autorités locales. Ils disent être victimes d'un manque de considération. Sans nous, à la Médina, sans nous les jeunes à la Médina, il sera très difficile de relever les défis électoraux futurs. Car le triomphe passera forcément par la jeunesse qui constitue plus de 70% du socle électoral sénégalais en général et surtout la Médina en particulier.
Pour mieux expliquer les réalités de leur commune, ces jeunes réclament une audience auprès du président de la République, par ailleurs chef de file de l'Alliance pour la République. Cette jeunesse n'est point considérée ni dans la démarche, ni dans la prise de décision. Nous condamnons et fustigeons cette démarche sélective qui ne dit pas son nom. Pour corriger, nous demandons solennellement au président de l'Alliance pour la République une audience. Chômage, manque de qualification et de formation, entre autres maux dont souffrent les jeunes apéristes de la Médina. Il appelle ainsi l'ensemble des forces vives à une synergie des actions pour une victoire éclatante à la prochaine élection présidentielle dès le premier tour. La rencontre avait cristallisé toutes les attentions, ou presque, mais les discussions entre le Premier ministre et les syndicats d'enseignants n'ont pas abouti à un consensus. Le goulot d'étranglement demeure les indemnités de logement. Le gouvernement compte dégager un budget de 12 milliards de francs CFA à partir du 1er janvier 2019, une mesure qui ne satisfait guère les syndicats d'enseignants. Ces derniers ont décidé de consulter leurs bases respectives pour voir la conduite à tenir. Kodenya était de la partie. Les négociations entre gouvernement et syndicats d'enseignants avancent à petits pas. Après 12 heures de discussion, le porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye, revient sur les engagements de l'État. Entre autres décisions prises, le paiement des indemnités du BAC et du BFM, la revalorisation de l'indemnité de logement. Donc au total, 100 milliards destinés à la résorption des abris provisoires, 32 milliards destinés à évacuer le stock et à l'apurer pour les dossiers qui sont au niveau de la fonction publique, 3,5 milliards pour l'aménagement des zones au titre de l'habitat social et 12 milliards pour l'indemnité de logement, revalorisation de l'indemnité de logement à effet du 1er janvier 2019. Le règlement des indemnités dues aux enseignants à l'occasion des examens de fin d'année, notamment le BAC, il y a un reliquat de 211 810 000 qui devra être payé dès lundi, puisque les chèques sont au trésor, et donc lundi à 12 h, on devrait pouvoir régler ce problème. Les syndicats se disent insatisfaits de la décision prise sur l'indemnité de logement. Sur ce point précis, la mesure est en deçà des attentes des syndicats d'enseignants. Le seul engagement que nous avons noté sur ce plan et qui est très largement en deçà des préoccupations que nous avons exprimées, c'est sur l'indemnité de logement, où le gouvernement pense pouvoir mettre à partir de janvier 2019 10%, c'est-à-dire 12 milliards de francs. Comme vous le savez, nous sommes des mandatés. Nous allons dans une réunion de plénière avec l'ensemble des organisations syndicales évaluer ces propositions du gouvernement. Mais nous le disons d'emblée, par rapport au régime indemnitaire, nous sommes restés sur notre faim. À la question de savoir quelle suite donner au mouvement de grève, les syndicalistes disent être à l'écoute de leur base. En attendant la réunion d'évaluation de toutes les propositions, et cette réunion d'évaluation fera l'objet d'un PV qui sera partagé avec tous les enseignants du Sénégal, et c'est à ces enseignants de nous indiquer la conduite à tenir. Le gouvernement du Sénégal et les syndicats d'enseignants se sont donné rendez-vous le 19 avril prochain pour évaluation, mais avant cette date, une autre rencontre est prévue ce 25 janvier entre le ministre de la fonction publique et les syndicats. Cette question, la violence, est-elle la meilleure façon de se faire entendre? À l'UCAD, il est devenu un moyen privilégié pour revendiquer la responsabilité. Les étudiants l'imputent au gouvernement. Ils invitent les autorités à anticiper sur le paiement des bourses. Ces apprenants sont formels. Ils ne veulent plus des cas Bassirou Faye et Balagay. Kivsar Johnny, il a fait un tour. La violence ne constitue pas le meilleur moyen de faire réagir les autorités. Les étudiants sénégalais ont tendance à recourir à cette pratique pour se faire entendre. Pour preuve, après des jours de grève, les étudiants passent à la caisse. Ils déplorent le fait que les autorités réagissent après coup. C'est devenu une habitude, quoi. Maintenant, pour que les étudiants puissent accéder à leur bourse, il va falloir à chaque fois qu'ils
voilà, qu'ils organisent des manifestations. C'est inadmissible venant des autorités. Ils nous ont instrumentalisés à faire des saccages, à bloquer les cours pour qu'elles puissent nous payer nos bourses. Nous demandons à l'État du Sénégal de payer à temps les bourses parce que nous en avons besoin. Depuis 1968, une mesure a été instituée portant sur les franchises universitaires. Pourtant, les forces de l'ordre profitent de leurs interventions pour jeter des grenades lacrymogènes dans les chambres d'étudiants. Les policiers ne doivent pas avoir accès à l'intérieur, dans l'enceinte universitaire. C'est pas normal. C'est la police qui devrait se conformer en premier lieu à cette loi-là. Et si la police se met à violer la loi, donc je me dis que c'est du jamais vu, c'est du je m'en foutisme. La commission sociale de l'amicale des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques s'est dit ouverte à toute négociation avec la direction des bourses afin que pareille situation ne se reproduise plus. Pour le moment, aucune négociation officielle, du moins franche, n'a été faite. Maintenant, à partir de la semaine prochaine, le mouvement étudiant sera ouvert à toute négociation franche et sérieuse. Après des jours de grève, tout semble revenir maintenant à la normale dans le temple du savoir. Toutefois, les étudiants invitent le gouvernement à anticiper sur le paiement des bourses avant qu'un autre Bassirou Faye ou Balla Gaye ne perd la vie. Aller étudier au Canada, c'est l'opportunité que nous tente d'offrir aux étudiants à travers le Salon Édu-Canada. Selon l'ambassadrice du Canada au Sénégal, son pays dispose suffisamment d'universités de qualité à offrir ou à proposer aux futurs demandeurs et créateurs d'emplois. L'ambassadrice du Canada s'en explique au micro d'Abdoulaye Ndiaye. 9e édition du Salon Édu-Canada. C'est un salon qui offre l'opportunité aux jeunes Sénégalais et Sénégalaises de venir voir comment le Canada est une fantastique destination pour venir étudier. Nous avons plus d'une quinzaine de collèges et d'universités canadiennes qui sont ici et qui offrent leurs programmes. Et on voit une très grande affluence. Et on sent beaucoup de dynamisme et je pense que c'est très stimulant. On attend probablement autour de 1500 personnes environ. D'abord, je dirais que le Canada, nous sommes un pays où on a beaucoup de diversité. C'est ce qui fait notre richesse et donc l'accueil. Je pense que les étudiants, les étudiantes se sentent bien accueillis. Ensuite, l'environnement bilingue. C'est possible d'étudier en anglais dans un environnement francophone ou en français dans un environnement bilingue. Il y a aussi, le Canada, on a une grande diversité de programmes, à la fois pour la formation technique, professionnelle ou plus générale. Et surtout, je pense que nous avons une approche nord-américaine très pragmatique et très pratique. Les étudiants et étudiantes qui sortent souvent ont déjà acquis une bonne formation qui leur permet un meilleur accès à l'emploi. Et d'ailleurs, on offre aux étudiants et étudiantes étrangers des opportunités professionnelles aussi quand ils terminent les études. Donc tout ça, ce sont des avantages de la destination Canada. Pour bien étudier, il faut d'abord et surtout la paix. L'Association internationale des parlementaires pour la paix a été mise sur pied. Une décision qui a été prise lors du forum sur la paix et la sécurité. Le président de la FPU annonce d'autres chantiers comme l'installation du Conseil national de la paix. Les parlementaires en ont profité pour inviter les dirigeants à consolider les mécanismes mis en place pour cultiver la paix dans le continent et dans le monde d'une manière générale, nous dit Ndeye Aram Touré. Le premier sommet africain sur la paix et la sécurité, initié par la Fédération pour la paix universelle, a balisé le terrain pour la matérialisation de l'autoroute pour la paix. Après la réunion du chef d'État, les parlementaires se sont réunis pour apporter leur contribution. Vous savez, aujourd'hui, il est difficile de reconnaître le politique et la personne lambda. Nous avons tous enlevé nos casquettes de politique. Nous avons également discuté durant 2 jours et signé une convention avec de hauts chefs de délégation. L'objectif est de travailler en parfaite collaboration afin d'œuvrer pour la paix. Le développement d'un pays passe forcément par la bonne gouvernance et la paix. Dr Toussaint Manga en est convaincu. Le représentant du groupe parlementaire Liberté et Démocratie liste les leviers sur lesquels les parlementaires peuvent s'appuyer pour l'atteinte de cet objectif. Ce sont les questions écrites, ce sont les motions de censure, les interpellations, les médiations, etc. Nous devons utiliser ces outils vraiment pour bien contrôler l'exécutif. Le président de la FPU, pour sa part, s'est réjoui des recommandations
issus de ce conclave. C'est le premier sommet qui a réuni plus de 400 jeunes venus de tous les continents. Ça, c'est déjà un motif de satisfaction. Aujourd'hui, il y a une résolution importante. L'Assemblée internationale des parlementaires, la section sénégalaise, vient d'être installée. Parlementaires, autorités religieuses et autres personnalités ont insisté lors de cette tribune sur la nécessité de cultiver les valeurs de paix et de stabilité sociale. La FPU encourage les dirigeants à consolider le dialogue interreligieux. Les étudiants de l'université Gaston Berger prennent à bras le corps leurs problèmes environnementaux. Une journée de plantation d'arbres et de nettoyage y a été organisée en collaboration avec le Centre des œuvres universitaires de Saint-Louis. 200 bancs publics sont prévus pour un meilleur aménagement du cadre universitaire. À Saint-Louis, nous retrouvons notre correspondant sur place, Gambi Diagne. Université Gaston Berger de Saint-Louis, le Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis mobilise les étudiants pour une quinzaine de l'hygiène et de l'entretien de leur propre cadre de vie, permettant la résolution définitive, immédiate et pragmatique de l'ensemble des problèmes techniques liés à la maçonnerie, à la serrurerie, à la plomberie et aussi à l'électricité. Mais également, c'est une occasion pour lancer un message fort à l'endroit de tous les acteurs de l'université Gaston Berger pour les appeler à bien entretenir et respecter l'environnement. Pour cette 5e édition, la direction du CROUS a promis d'installer 200 bancs publics à travers le campus social. Donc c'est un grand moment d'investissement humain, comme je viens de le dire, où tous les étudiants, n'est-ce pas, et le personnel quand même ensemble vont planter, n'est-ce pas, des arbres, vont réparer, n'est-ce pas, les problèmes dans les chambres, vont assiquer, donc vont régler, n'est-ce pas, beaucoup de problèmes de plomberie, d'électricité, de maçonnerie. On va planter des arbres, on va aussi installer 200 bancs publics. Cette entente risque de voler en éclats. Ce matin, la coordination des étudiants de Saint-Louis menace de descendre dans la rue dans les prochaines heures pour réclamer le paiement des bourses. Sur un tout autre chapitre, décision du tribunal arbitral du sport, les dirigeants de l'Union sportive de Ouakam crient victoire. Ils souhaitent l'application immédiate du verdict du TAS. Ces Ouakamois estiment que leur club est apte à rejoindre le championnat. Les détails, c'est avec Ibrahim Fall. Première réaction des dirigeants de l'Union sportive de Ouakam suite à la décision du tribunal arbitral du sport. Cette décision ainsi rendue est satisfaisante à tous égards pour l'USO. Aussi, à l'endroit du monde sportif, nous l'accueillons en toute humilité et en toute responsabilité, car seul le football sénégalais a gagné. Oui, prêt à jouer le championnat, mais comment? Une question qui taraude les esprits. Aujourd'hui, nous ne saurons trop nous avancer sur ces modalités sans avoir discuté au préalable avec la Ligue, parce que c'est la Ligue qui va définir la ligne directrice de cette réintégration. Les dirigeants de l'ISO reconnaissent leur part de responsabilité dans cette affaire, autrement dit le drame du stade Demba Diop. Cependant, ils refusent d'être considérés comme les seuls responsables. La réponse, elle est affirmative. On jouera sur tous les tableaux. On nous appelle demain pour jouer. On jouera. Il y a des modalités pour intégrer, pour jouer la question des licences et autres. Ça appartient à la fédération, ça appartient à la Ligue de football professionnel. Mais nous, on est prêts pour jouer. Plus question de polémiquer, la décision est tombée, dixit l'avocat du club. Ces préalables ne relèvent pas de Ouakam. Il appartient à la fédération et à la Ligue de se réunir et de voir les modalités pratiques de la mise en exécution de la décision. Ouakam a été sanctionné, Ouakam l'a accepté dignement et allait faire un recours. Nous avons eu gain de cause, nous l'avons accueilli également dignement et avec responsabilité. Le tribunal arbitral du sport terrasse la Ligue sénégalaise de football professionnel et la Fédération sénégalaise de football. Ces dernières entre le marteau de la décision du TAS et l'enclume des victimes du stade de Mbour. Une décision qui risque de décrédibiliser les instances du football sénégalais.
Nous restons sur cette décision du TAS. Si elle a occasionné une joie immense à Ouakam, eh bien, elle suscite une réaction tout autre du côté de Mbour. La pilule est très difficile à avaler. Le Stade de Mbour a décidé de porter plainte contre les organisateurs de la finale de la Coupe de la Ligue. Les Mbourois ont déjà commis des avocats pour ces poursuites à Mbour. Nous rejoignons notre correspondant sur place, Mamadou Diop. Et à la Ligue sénégalaise de football professionnel, à Mbour, c'est la déception totale, l'indignation, la tristesse et la douleur au cœur chez les dirigeants et supporters du Stade de Mbour. C'est comme une insulte, disent-ils, à la mémoire des victimes du drame de Demba Diop. Ne savant plus quoi faire, les stadistes ont décidé de porter plainte contre les organisateurs de la dernière finale de la Coupe de la Ligue. Qu'ainsi, le Stade de Mbour n'exclut pas, par conséquent, la possibilité d'exploiter cette ouverture pour engager, entre autres, la responsabilité des organes et structures indexées dans la décision. Le Stade de Mbour va porter plainte contre les personnes qui ont eu en charge l'organisation et la sécurité de cet événement. Concernant l'organisation à domicile des marches contre Ouakam, Mbour dégage toute responsabilité en cas de trouble. Le Stade de Mbour en appelle au sens des responsabilités et de la mesure des autorités impliquées dans la gestion cruciale de la situation, pouvant être aggravée par la présence inattendue et incontrôlée de l'ISO à Mbour. C'est une situation dont le Stade de Mbour ne peut garantir l'organisation et la sécurité. Ainsi, nous en appelons aux autorités compétentes, l'État, la Fédération sénégalaise de football, la Ligue professionnelle de football, les forces de sécurité, les acteurs du sport et aussi la direction de l'ISO, afin que cette situation soit gérée à la dimension du problème. Les responsables du football mbourois ont par ailleurs déploré la position précipitée des dirigeants du football sénégalais juste après l'annonce du verdict rendu par le tribunal arbitral des sports. Pourquoi se presser? Pourquoi pas appeler? Pourquoi ils n'ont pas appelé le Stade de Mbour autour d'une table avec les autres acteurs? D'abord discuter avant de prendre position. Et donc, nous le déplorons. Pour rappel, le TAS a récemment désavoué la Fédération sénégalaise de football qui avait lourdement sanctionné l'US Ouakam après le drame de Demba Diop lors de la dernière finale de la Coupe de la Ligue. Des incidents qui avaient occasionné la mort de 8 personnes, tous des supporters du Stade de Mbour. Vous venez de le voir, le verdict du TAS affecte énormément le Stade de Mbour. Le président du comité des supporters a publiquement présenté sa démission. Alassane Ndiaye s'en explique au micro de Mamadou Diop. Dès l'annonce de la nouvelle, j'ai vite saisi le président du club pour lui faire part de ma décision de démissionner. Il m'a demandé de continuer le combat et de ne jamais abandonner mes pairs, mais j'ai déjà pris ma décision. Pour cause, je ne suis pas prêt à partager le même championnat avec le club wakamois, car cela peut entraîner beaucoup de violence de part et d'autre. Le président du comité des supporters et compagnie sont présentement en prison et nous aussi, nous pouvons être interpellés par la police à tout moment. À Mbour, les supporters sont animés de bonne foi. Les dirigeants du football sénégalais n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. La situation commence à dégénérer et ils devraient anticiper sur beaucoup de choses. À partir d'aujourd'hui, je ne me considère plus comme président du comité des supporters du Stade de Mbour. Je refuse catégoriquement de partager